Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, donc je suis Vanessa Kaplan, je suis déléguée générale du SNJV, qui est le syndicat national du jeu vidéo. Ravie d'être avec vous cet après-midi. On va parler des tendances, notamment de l'intelligence artificielle, mais aussi d'autres choses dans l'industrie du jeu vidéo. Et donc à mes côtés, j'ai 3 orateurs de choc. Je vous laisse peut-être vous présenter, en fait, c'est peut-être plus simple et plus sympa. Alors Romain. bonjour tout le monde, donc moi c'est Romain de Vaubert, donc voilà, je suis le PDG d'Amplitude Studio à Paris. Bonjour à tous, moi c'est Comme de Mérani, je suis cofondateur chez X et Immersion, une société qui fait des outils d'intelligence artificielle pour l'industrie du jeu vidéo. Ah mince, vous en avez un pour deux. Et bonjour, je suis Max von Knorring, je suis PDG de Games Together, qui est une plateforme de co-création communautaire utilisée dans le jeu vidéo. Merci. Alors, donc, quand on pense à l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo, on pense tout d'abord principalement aux gains de productivité, aux gains de temps. Est-ce qu'il y a d'autres tendances, selon vous, qu'on peut observer? Est-ce que vous utilisez, et en plus c'est intéressant d'avoir un studio, une entreprise qui développe des tools et une plateforme, et il faut peut-être que tu expliques aussi plus précisément ce que vous faites, parce que c'est assez unique. Quelles sont les tendances que vous observez actuellement avec l'utilisation de l'IA, de vos 3 points de vue? Alors, est-ce que toi tu veux commencer ou on fait pour le jeu? Alors, donc on va commencer par la partie donc studio. Donc nous on fait des jeux stratégie, voilà, donc à Paris et des jeux qui sont très compliqués. Voilà, alors compliqués à faire, mais compliqués à comprendre. Voilà. Donc on adore l'idée de l'IA pour nous accompagner, pour essayer aussi de pouvoir créer une interface entre le joueur et notre jeu, qui est parfois voilà, trop compliqué. Donc on a pas mal déjà d'idées autour de ça et d'éléments sur lesquels on a commencé déjà à travailler, au prototyper, j'aurais quand même dire. On est quand même loin de bons résultats utilisables. Donc déjà, nous, on a des tendances un petit peu là-dessus. Et bien évidemment, tu as parlé de productivité, donc on va pas revenir un peu là-dessus. Je pense qu'on pourra en reparler un petit peu avec toi aussi. Puisque quand même, dans le jeu vidéo, pour ceux qui ont un petit peu suivi, on a eu quand même une explosion des coûts sur les jeux. Et parfois, on a dû augmenter la taille des équipes pour essayer de faire les jeux qu'on rêvait de faire. Et donc aujourd'hui, on a des équipes qui sont énormes. On a certains jeux qui se font à plusieurs centaines, voire milliers de personnes pour un jeu. Donc forcément, on a tous envie de trouver un moyen de déjà passer moins de temps à faire un jeu. Et donc c'est pour ça qu'on a des vrais sujets autour de ça. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. L'intelligence artificielle aujourd'hui, et en particulier sur les studios à partir d'une certaine taille, vont beaucoup l'utiliser sur de l'accélération de la production. En particulier pour augmenter le potentiel de leurs employés. Donc des créatifs, des narrative designers, pour faire des tests, pour itérer très vite. Quelqu'un de beaucoup plus intelligent que moi disait tout ce que tu gagnes en production, tout ce que tu gagnes en production, tu le perds en exploration avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, tu peux te permettre de tester 200 fois plus d'options différentes pour arriver à un résultat qui devient un peu plus pertinent parce que tu as pu tester tellement plus. Ça, c'est le premier use case qui est vu. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est l'accessibilité et l'ouverture à d'autres marchés. Quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est des studios qui n'ont pas les moyens de faire du voicing intégral de leur jeu dans plus de 2 langues. Et en fait, soudainement, tu te dis, bon, bah, je peux prendre les mêmes acteurs, cloner leur voix et soudainement avoir mon jeu qui est voicé dans 20 langues. Ça m'aurait coûté 5 millions d'euros de le faire et j'avais pas les moyens de le faire. Mais avec de l'IA, bah, je peux quand même intégrer un petit peu ces marchés-là, grappiller quelques points de pénétration de marché. Et en fait, c'est intéressant tant que c'est dans une démarche qui est assez éthique et assez transparente. Et le dernier use case que nous, on voit beaucoup sur les studios qui sont un peu plus petits, c'est ce qu'on appelle du player facing. Donc, c'est directement une expérience d'interaction en temps réel entre une IA ou un ensemble d'IA et le joueur. Et donc, ça va être, par exemple, un ensemble d'IA dans un chat un peu à la Twitch qui va parler aux joueurs, mais qui ne sont pas du tout des humains, qui sont juste des IA, et qui participent à l'immersion dans le jeu, à la narration et à tout un tas d'autres systèmes. Donc là, c'est vraiment, est-ce qu'on peut mettre des mécaniques centrales au jeu qui sont uniquement possibles grâce à l'IA? Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir se développer, se démocratiser beaucoup plus dans les années qui viennent. Ouais, un autre élément qui est assez intéressant aussi, donc nous on utilise du coup les communautés pour nous donner du feedback sur les jeux, sur le côté créatif, pour tester les jeux.
Donc on a une grosse communauté de 2 millions de joueurs qui essayent les jeux et nous donnent du feedback. Forcément, analyser tout ce feedback-là et prend du temps. Trop de temps aussi quand on est en train de développer des jeux et qu'on a besoin d'avancer vite. Les joueurs deviennent très exigeants aussi. Ils veulent voir en gros que le studio réagit par rapport au feedback. Et donc, on utilise l'IA aussi pour nous aider à mieux analyser le feedback des joueurs sur 2 millions de joueurs. Voilà, ça nous permet d'avancer plus rapidement aussi sur l'amélioration du jeu. Nous, il y a un petit truc aussi qu'on aime bien voir. Donc, nos jeux sont, comme on l'a dit, très compliqués et on a énormément de données dans nos jeux. Et si on devait représenter toutes nos données sur l'interface, les joueurs seraient noyés sur l'information. Et c'est vrai que grâce à l'IA, on peut créer une interaction avec le jeu via l'IA, qui via l'interface. Tout d'un coup, on peut simplifier la donnée et le joueur ne peut accéder que ce qu'il désire avoir et pas avoir une avalanche d'informations inutile. Je pense ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder au-delà de l'aide à la création, c'est aussi les nouvelles expériences que ça peut amener. Et ça, je pense que tu avais quelques exemples à donner là-dessus. Oui, tout à fait. J'ai quelques exemples là-dessus. Donc, j'en ai mentionné un tout à l'heure. C'était l'exemple d'avoir un chat interactif qui parle. Un autre exemple, c'est une situation de négociation. Donc, c'est une petite démo que nous, on a créée avec un personnage. Et on est mis face à une IA qui nous dit, bon, bah voilà, les armées de mon royaume sont aux portes de ta capitale. Tu viens pour négocier la survie de ton royaume, je t'écoute. Et donc là, on n'a plus une commande, on doit sélectionner des choix de dialogue, on n'a plus des options qui sont, on va dire, finies. Là, c'est aux joueurs de parler, de négocier, d'utiliser ses propres mots, ses propres arguments pour essayer de convaincre une IA. Et toute la difficulté qui va être derrière, c'est comment est-ce qu'on peut déployer tout un jeu et tout un gameplay au-delà de cette interaction. Et donc ça, c'est une partie qui est technologiquement un peu compliquée parce que c'est beaucoup de game design, il faut beaucoup d'imagination de la part des creative directors pour comprendre vraiment le potentiel de cette technologie et de le transformer dans un gameplay qui est fun, qui est engageant et qui permet d'avoir des expériences qui durent beaucoup de temps. Et donc ça, typiquement, c'est une expérience qui est totalement impossible si on n'utilise pas de l'IA. Donc évidemment, c'est des choses qu'on va aller chercher, qu'on va beaucoup voir dans des studios indépendants, AA. Dès qu'on va passer au-dessus d'une échelle de taille de production, il y a des besoins de robustesse et de scalabilité qui sont complètement différents. Et donc, on va moins le voir chez des AAA dans les 2-3 années qui viennent. Romain, j'espère que je ne vais pas te griller, tu voulais peut-être parler d'autres tendances que l'IA. Alors, bien sûr, il faut voir quand même que l'IA, on a tous envie d'en parler parce que pour le jeu vidéo, on a connu quelques grandes révolutions, que ce soit la 3D, que ce soit tout d'un coup Internet. L'IA est la prochaine révolution pour le jeu vidéo, donc c'est quand même un sujet quand même qui est central. Et donc je pense qu'on peut en parler longtemps et je serais ravi de revenir dessus, mais c'est vrai qu'on a d'autres révolutions qui arrivent. En fait, il y en a plusieurs révolutions qui se télescopent, d'autres qui sont déjà en place. C'est pas des trucs qui sont là pour demain, mais typiquement, quand on parle de streaming pour le jeu vidéo, ça va changer complètement l'accès un petit peu à la façon de jouer et qui va aussi démocratiser beaucoup le jeu vidéo. Donc c'est vrai que l'achat d'un PC ou l'achat d'une console est quand même un frein et une barrière. Donc pour nous, c'est aussi un moyen de limiter, d'augmenter cet accès. Donc tout ce qu'on est en train d'essayer de créer, nous, de notre côté, en tout cas, c'est pour... alors l'IA va nous y aider, bien sûr, mais c'est vraiment de pouvoir atteindre cette masse de joueurs. En gros, le Netflix du jeu vidéo, on l'attend tous avec impatience, quoi. Et c'est pas pour bientôt. Ouais, c'est pour bientôt, je pense. Et pour rajouter un petit peu à ça, il y a aussi une autre tendance qui est intéressante, c'est pendant une dizaine d'années où on a eu le Game as a Platform, Game as a Service. Donc on a eu des jeux qui continuent à exister dans la durée. Et aujourd'hui, on commence à voir apparaître le Game as a Platform, où en fait le jeu en lui-même n'est plus l'expérience principale, c'est tout ce qui va être autour, donc tout ce qui est user-generated content, donc tout ce qui va être créé par la communauté. Et le jeu devient une plateforme d'accès à plein de types de jeux différents. Donc on le voit avec Fortnite, on le voit avec Roblox, avec Minecraft entre autres. Et ça, c'est une nouvelle démocratisation du
du jeu vidéo qui n'est plus juste un endroit de jeu, mais qui est un endroit social, d'expérimentation. Et on voit énormément d'innovation qui va très très vite sur ce type de plateforme. Et c'est extrêmement intéressant de voir cette évolution. Ouais, c'est intéressant le game as a platform aussi. On se rend compte que les nouvelles générations sont beaucoup plus attachées aux marques en fait, de jeux. C'est-à-dire que pour eux, une plateforme, justement, c'est aussi un accès à une marque, c'est quelque chose dont ils vont parler avec leurs amis, c'est là où ils vont se retrouver, ça devient presque un réseau social en soi. Et donc la plateforme permet de continuer à amener de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles discussions en fait, au sein de ces groupes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est flagrant aujourd'hui. On peut voir justement dans les jeux les plus joués, si on commence à les lister dans les 100 meilleurs jeux, ou en tout cas les jeux les plus joués, on va avoir 80 de ces 100 jeux qui sont des plateformes. Donc on voit vraiment une grosse tendance, mais c'est des gros investissements aussi de la part des studios pour pouvoir garder ces plateformes en ligne. Et c'est beaucoup plus dur aussi pour les concurrents de remplacer ces plateformes qui sont très bien ancrées au sein de groupes. Et enfin voilà, c'est devenu des réseaux sociaux en soi. Et justement, donc, par rapport à toutes ces révolutions dont tu parlais, Romain, et par rapport à celle, alors c'est déjà là quand même, l'intelligence artificielle, vous, votre vision, est-ce qu'il y a de l'appréhension? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes un petit peu conservateur, entre guillemets? Est-ce qu'au contraire, vous embrassez ce changement parce que justement, ça permet une meilleure expérience de jeu pour les joueurs, ça permet d'aller explorer des nouveaux terrains de jeu, pour faire un jeu de mots un petit peu... bon, voilà, on a déjà vu plein de fois, mais... est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous dites, bon voilà, là ça sera un petit peu problématique pour nous en termes d'éthique, en termes d'innovation, on n'ira pas sur ce terrain-là, ou alors le champ des possibles est ouvert et allons-y. Alors c'est marrant parce que nous, quand on a démarré Amplitude, on a profité de la digitalisation des jeux vidéo. Donc ça, on est sur 2008-2010. Et en fait, notre éditeur à l'époque n'y croyait pas, en fait, en avait peur. Et en fait, ne voulait pas dépendre de la digitalisation parce qu'en fait, ils avaient l'habitude de vendre des palettes de jeux et ils savaient qu'ils pouvaient en vendre un certain nombre. Alors, je suis désolé, s'il y a des éditeurs d'anciens de palettes parmi vous, mais donc voilà. Et donc, ils ont freiné le plus longtemps possible. Mais c'était inévitable. Et donc, à un moment, ils sont pris un mur avec leurs palettes, ils ont repris leurs palettes. Voilà. Aujourd'hui, voilà, et ils sont très contents, mais il y a eu un petit décalage qui aurait pu leur coûter très cher. Donc, voilà, donc on sait qu'avec l'IA, c'est inévitable. Donc, on peut dire non, je ne veux pas, et se prendre le mur. Ou on peut dire je vais l'accompagner et je vais faire en sorte que ça se passe bien. Mais par contre, voilà, et je pense que tu en parlais aussi, on peut avoir des problèmes éthiques par rapport à ça. Donc maintenant, c'est à savoir de le faire bien. Je pense qu'en Europe, on est aussi très à cheval par rapport à ça. Mais pour moi, c'est pas est-ce qu'on le fait ou pas, c'est comment est-ce qu'on le fait. Oui, je suis totalement d'accord. L'IA pose déjà depuis le début des problématiques d'éthique. Nous, ça fait donc un peu plus de 4 ans qu'on développe des outils là-dedans et c'est une des premières questions qu'on s'est posées parce que tout de suite, dès qu'on parle d'IA, on va nous dire mais vous remplacez les artistes, mais vous supprimez des jobs, déjà qui sont assez fragiles en ce moment dans l'industrie. Donc, évidemment, c'est des questions qu'on s'est posées très très tôt. De plus, on voit beaucoup nos concurrents américains, chinois qui créent des modèles, créent des IA pour faire des choses nouvelles qui pillent complètement des données, qui remplacent complètement l'industrie. Et ils ne se posent aucune question de, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de casser sur le chemin de l'éléphant. Donc nous, on a une approche qui est un peu différente. On a essayé de se poser des questions sur qu'est-ce que c'était les choses qui étaient acceptables en termes d'éthique, en termes de déploiement de l'intelligence artificielle, en termes de souveraineté technologique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des réponses. C'est tout à fait possible de se dire, bon bah là, ok, je vais travailler avec de la voix synthèse, mais je ne vais pas supprimer le job des voice actors parce que il est hyper important, il est très humain et la qualité d'un voice actor, ça sera encore meilleure que celle d'une IA pendant au moins 10 ans. On peut s'en approcher de très proche, mais ça sera quand même meilleur. Donc, une fois qu'on commence à déployer des chartes éthiques, des processus d'utilisation et de déploiement de l'IA qui ont du sens, en fait, tous les freins à l'adoption de ces technologies commencent à disparaître. Et c'est à ce moment-là que les créatifs, les gens
qui ont vraiment des bonnes idées, parce que nous, on est des ingénieurs. Nous, on règle les problèmes. Par contre, c'est les studios qui ont des idées incroyablement créatives et qui savent qu'est-ce que c'est le potentiel que nous, on n'aurait jamais imaginé pour ces technologies-là. Et une fois qu'on a ces discussions avec ces gens-là, barrière levée, en fait, on voit des idées qui sont exceptionnelles et qui vont être transformatives pour l'industrie. Et vraiment, c'est ça ce que nous, on attend de voir depuis longtemps. C'est enfin, ça commence à bouger et on commence à accepter et à se dire, OK, il y a des choses qui sont dangereuses dans l'IA et qu'il faut totalement refuser, mais il y a des choses qui sont bien quand c'est bien fait et quand c'est fait avec les bonnes idées en tête et pour les bonnes raisons et de manière transparente, et ben là, ça peut vraiment faire des étincelles. Il y a Max qui me rappelait une anecdote l'autre jour. On avait signé un acteur pour travailler sur un de nos jeux il y a quelques années, 4 ans. Et cet acteur avait 88 ans. Et donc, dans le contrat, pour la première fois, on a vu une clause de leur agent qui nous disait si vous voulez, vous avez le droit d'utiliser une IA pour refaire sa voix si jamais il était indisponible dans les années à venir. Voilà. Et donc, c'est ce qui était d'ailleurs rassurant, mais étrange aussi. Mais donc voilà, pourquoi ça peut être bienvenu par un acteur aussi qui peut accepter que sa voix. Parfois, le problème sur un jeu, quand on va faire un jeu pendant 4 ans ou 5 ans ou 6 ans et qu'on fait des updates et des patchs dont on a besoin de la voix, peut-être que l'acteur n'a pas envie de revenir sur place et aussi il est ravi. Voilà. Bon, et puis aussi, s'il est absent, c'est bien aussi. Donc c'est bien. Max, tu avais peut-être quelque chose à partager ou là-dessus Non, justement non. Tu partages ce constat? Ouais, je partage le constat. C'est vrai que justement, dans ce contrat-là, il y avait la notion de DLC, de petits contenus additionnels, justement, pour des jeux qui veulent avoir un live très long, donc du contenu additionnel après la release. Et c'est vrai que l'IA peut aider aussi à ça, c'est-à-dire à amener du contenu plus rapidement une fois que le jeu est live et qu'il y a une réelle attente des joueurs et que ça devient une urgence, clairement. Alors, comme tu parlais de la différence entre la façon de faire ou la vision française versus les États-Unis et la Chine, est-ce que tu peux développer un petit peu ce point? Et après, j'aimerais bien justement entendre Max et Romain compléter ou désapprouver ce que tu vas dire. Oui, je peux donner un exemple. Il y a quelques mois, il y a un modèle chinois qui s'appelle Yunwan, qui est un modèle de monde où en fait on peut générer un monde en 3D et se balader dedans. Et dans les données d'entraînement, ça a été ouvertement dit que ce jeu a été entraîné sur GTA, The Witcher 3, Assassin's Creed et d'autres grands jeux AAA, dont évidemment cette boîte n'avait pas les droits pour entraîner un modèle là-dessus. Et donc, dans le modèle, on pouvait dire génère-moi The Witcher 3, mais je veux une ville comme ça, comme ça et comme ça. Et donc, ça générait un monde qui ressemblait à The Witcher 3. Le personnage principal, c'était Geralt. Et en fait, c'est super. Alors, c'est une expérience qui durait 10 secondes parce qu'on pouvait avancer de 20 mètres et après, ça se mettait à bugger dans tous les sens. Mais dans le concept, ils se sont même pas posé la question de est-ce qu'on a le droit de le faire? Est-ce que, en fait, ces données-là, à qui elles appartiennent? Elles sont publiques, oui, parce qu'on a le droit d'acheter le jeu, mais est-ce qu'on a le droit de les utiliser pour entraîner un modèle? La réponse très simple, c'est non. Personne n'a le droit de faire ça. Et donc, ça, c'est un exemple typique de... On se pose la question... Enfin, cette boîte-là s'est posé la question de est-ce qu'on est capable de faire ça avant de se poser la question de s'ils avaient le droit de le faire. Et donc, évidemment, tous les tech fanatiques de l'IA ont dit « Oh là là, regardez, c'est incroyable, on va pouvoir supprimer tous les studios de jeux vidéo d'ici 5 ans parce que maintenant, on aura ça, on pourra faire nos propres jeux. » Enfin, chacun pourra générer son propre jeu. Alors, spoiler alert, ça ne va pas arriver parce que si tu appuies sur un bouton pour générer ton propre jeu qui t'intéresse toi, en fait, soudainement, ce jeu, tu ne peux pas le partager à d'autres personnes. Il te convient peut-être hyper bien à toi, mais tu ne peux pas, le lendemain matin, à la pause café avec tes potes, tu ne peux pas en parler. Parce qu'eux, ils n'ont pas joué à ce jeu-là. Et c'est pas comme s'ils avaient pu y avoir accès d'une autre manière. Et comme le jeu, c'est profondément social, enfin, je veux dire, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, si tu détruis cet aspect social du jeu vidéo, en fait, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir de jouer à un jeu si on ne peut plus le partager. Et donc, quand tu es dans cette démarche de on va créer, on ne se pose pas de questions, tu vas vers une direction qui n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue commercial, d'un point de vue créatif, d'un point de vue
message qu'il va y avoir dans ton jeu. Parce qu'un jeu, c'est de l'émotion, c'est de l'amour. C'est de la sueur, des moments de joie, des moments de tristesse intense pour réussir à faire sortir ton jeu in fine. C'est très dur, tu l'as vécu plusieurs fois. Et quand tu appuies sur un bouton avec de l'IA, en fait, il n'y a pas toute cette âme, il n'y a pas tout ce dessin artistique derrière que l'IA aujourd'hui n'est pas capable de créer. Elle peut créer des choses très belles en surface, mais là où elle est vraiment puissante, c'est dans les mains de quelqu'un qui sait l'utiliser et qui est accéléré dans son potentiel créatif. Alors, c'est vrai que nous, quand on crée des mondes, on s'inspire aussi d'artistes existants, d'architectes. Donc je pense qu'on fait un peu comme une IA de ce côté-là. C'est juste qu'on essaye d'en faire quelque chose de beau et de différent. Voilà. Et donc ça, de loin, je me dis, si l'IA s'est entraînée sur des choses existantes, c'est comment moi je la guide pour ne pas faire quelque chose qui est existant. Donc c'est pour ça que moi, son entraînement ne me dérange pas trop, à condition que je sois sûr de la qualité de ce qui sort et que ce qui sort est unique et différent. Et voilà. Typiquement, voilà, nous on a des vaisseaux spatiaux. Si vous jouez un jour à Endless Space, très beau jeu, il y a des vaisseaux spatiaux voilà, qui sont nouveaux, des Sophons, c'est le peuple qu'on avait, qui est inspiré des créations architecturales de Zaha Hadid. Donc c'est très futuriste ce qu'elle fait. Donc on imagine bien le lien. Voilà, on s'est inspiré. Maintenant que je vous le dis, je pense si vous ne l'avez pas déjà vu avant, le lien est évident, mais voilà, mais c'est quelque chose de nouveau, unique, et tout en s'inspirant de son œuvre, voilà. Donc on va retrouver d'autres choses comme ça. Je pense que voilà, avec l'IA, il faut savoir trouver la bonne distance par rapport à l'entraînement et la création qui est derrière. Il y a un élément intéressant justement pour stimuler un peu cette réflexion-là. Il y a eu le gros drama Ghibli, justement, tout le monde a pu faire des images Ghibli très facilement, etc., etc. Parce que en fait, l'accès a été donné à tout le monde, et ça, il y a presque une sensation d'overdose en fait. Tout le monde a commencé à le faire, c'est presque devenu très commun. Justement, il y a eu le créateur qui a été un peu choqué, qui a dit que ce n'était pas possible. Je te renvoie la balle, du coup, Romain, justement, dans ce genre de situation. Est-ce qu'on n'a pas peur que, si c'est donné accès à une IA qui, justement, s'est entraînée sur autant de sujets, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des débordements? Et est-ce qu'il ne faut pas, justement, limiter ou réguler un peu ça? Voilà, moi, je ne suis pas expert, mais moi, je suis ravi tant que l'artiste peut utiliser l'outil et garantir que ce qu'il crée est artistique, est unique. Voilà, donc pour moi, l'IA est un outil, mais ce qui est étrange, c'est qu'en fait, on doit quand même surveiller le résultat. C'est-à-dire qu'on est quand même responsable du résultat qu'on obtient avec l'IA et on doit le surveiller. Donc c'est marrant, on va être en amont, on va dire à l'IA quoi faire, on va la suivre, on va la guider. Au final, le but, c'est quand même de se débarrasser des tâches les moins intéressantes pour se concentrer sur la création artistique. Donc normalement, voilà, on est censé contrôler ce qu'on fait. C'est sûr que dans ce que tu décris, on faisait tous la même chose. Hein. Donc en même temps, ça servait absolument à rien. Voilà, donc c'est un peu le danger d'ailleurs. Quand on a cet accès-là, on peut en rester en surface et du coup, on peut avoir que des studios qui vont faire les mêmes jeux. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de cette facilité. Je vois que l'heure tourne. J'ai une dernière question. Après, on avait prévu un petit temps si vous souhaitez poser des questions. Je vois des gens qui hochent la tête. Donc, on va faire vite pour la dernière question, même si vous avez possibilité de parler 2 heures. Mais il va falloir vous restreindre, messieurs. Si on se projette sur le futur, d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, pour vous, on est où? Ah oui. Ah, c'est à moi. Où est-ce qu'on est dans 50-10 ans? Alors déjà, c'est sûr que le jeu vidéo va être beaucoup plus divers que ce qu'il est aujourd'hui. Typiquement, il y a une explosion chez les jeunes de 15-18 ans de l'utilisation de la VR à cause d'un peu une bizarrerie du marché, mais c'est beaucoup plus utilisé comme plateforme sociale par cette génération. Donc dans 5-10 ans, ça sera peut-être une commodité. C'est John Carmack qui disait que une des choses la plus importante dans le jeu vidéo, c'est l'accessibilité. Ce qui est le plus important dans un jeu vidéo, c'est s'assurer que en 3 clics, je passe de
j'avais jamais entendu parler d'un jeu à je suis en train de jouer avec mes copains. Et ça, c'est des révolutions qu'on voit beaucoup. Donc, il y a le cloud gaming qui aide beaucoup là-dedans, mais il y a tout l'aspect de plateforme. En fait, si j'ai une plateforme qui rassemble 250 jeux différents, bon, bah, je sais qu'en 3 clics, je peux avoir trouvé ce qui me permet de jouer avec mes potes. Et le jeu vidéo a toujours été très social, le sera encore plus. Maintenant qu'il commence à être... On voit de la gamification partout, hein, dans les entreprises, dans les médias, enfin, tout le monde a compris que le jeu vidéo, c'était un moyen d'augmenter la rétention, d'augmenter les interactions que les gens avaient avec une marque, un média, une plateforme, peu importe. Donc, je pense que l'accessibilité et la sociabilité de l'industrie du jeu vidéo, c'est ce qui va transformer cette industrie dans les années qui viennent. Non, et c'est intéressant parce qu'on en parlait justement. Amplitude fait des jeux, on va dire, riches, où il faut du temps avant de comprendre les mécaniques et après l'expérience devient incroyable dans ces moments-là. Et c'est vrai que l'accessibilité, pouvoir faire rentrer un joueur dans une expérience qui est plus complexe et in fine plus intéressante aussi, c'est quelque chose qui est vraiment l'avenir, je pense. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de ça aussi. Ouais, moi je pense qu'on va avoir. Je suis d'accord avec vous deux. Donc, pour rajouter en plus de ça, je pense qu'on va avoir un peu le règne des studios de petite à moyenne taille qui auront un accès, je pense, grâce à l'IA, à faire des jeux plus ambitieux, plus divers. Et donc finalement, on va pouvoir. Alors, ce qui va être plus compliqué, je pense, c'est pour les plus gros studios, donc se réadapter, se réinventer autour de ça. Donc j'ai pas la solution et ça je les laisserai faire. Bon, je suis un petit studio moyenne taille, donc moi je parle pour moi en fait, hein, mais j'y crois. Voilà, donc ça paraît pas mal. Je pense qu'on a aussi un phénomène dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais on voit de plus en plus, on y croit beaucoup chez nous, c'est la proximité entre le créateur. Alors on parle d'IA en plein milieu, mais finalement si on met l'IA un peu de côté comme un outil, la proximité entre le créateur et sa communauté. Et ça c'est une chose qu'on voit de plus en plus dans le jeu vidéo. Il y a un désir, en tout cas en tant que consommateur, d'influer les jeux et les univers dans lesquels on va être, afin de se les approprier. Et voilà, cette réduction de distance, c'est une évidence. Et on peut plus considérer le consommateur, le joueur, comme juste quelqu'un qui reçoit, qui ne répond pas. Voilà. Donc là, je crois qu'on va avoir des gros changements. Donc, petite taille, moyenne taille, interaction plus forte, donc sociale. Voilà, je pense qu'on va avoir des belles choses. Et bien sûr, un accès, je pense, plus diversifié. Quand on parle une console aujourd'hui, c'est entre 400 et 600 euros. Un jeu d'entrée de gamme, on est un peu plus que ça. Voilà, en streaming, c'est 20 euros par mois et j'ai accès à la plus belle des machines. Donc on a quand même une capacité quand même à séduire un grand nombre là-dessus. Merci. Je crois qu'il nous reste 2 minutes 15 pour d'éventuelles questions. Et il y a un micro qui peut être à disposition. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci pour votre intervention. Moi, ma question, c'était celle-ci. Aujourd'hui, dans une industrie créative et artistique comme le jeu vidéo, évidemment, l'IA, c'est hyper important dans le développement des jeux, etc. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des communautés ? Parce qu'aujourd'hui, elles ne voient pas forcément d'un bon œil l'usage de l'IA dans le développement des jeux, que ce soit éthique ou non. Comment est-ce que vous voyez l'évolution ? Est-ce qu'il va y avoir une grosse partie éducation à faire ? Ou est-ce que, aujourd'hui, en tant que studio, est-ce que vous avez un peu la boule au ventre que les communautés savent que vous utilisez l'IA, même que ce soit éthique ou pas, dans le développement ? Alors, moi, pour nous, en tout cas, je pense qu'il faut être très clair avec les communautés quand on l'utilise et sur quoi on l'utilise. Alors, si c'est vraiment de l'outil et que c'est une chose assez secondaire, qui n'a pas d'impact direct sur le joueur, je pense que ça passe, que je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est plus compliqué quand on est dans de la traduction. Quand on est dans la création, si c'est la création directe d'objets ou création en live d'assets, là, il faut que le joueur le sache. Et si possible, la capacité à refuser en fait, ces éléments-là. Typiquement, on parlait tout à l'heure des nouvelles langues, des langues qu'on n'aurait pas localisées avant. Mais dire que grâce à l'IA, je peux avoir accès au tchèque, au vietnamien, des trucs qu'on n'aurait pas fait. Il faut juste dire aux joueurs, voilà, si
tu veux avoir accès à ces langues-là, ça sera fait par IA, est-ce que tu l'acceptes ou pas? Donc tu peux ne pas avoir cette localisation-là, pas de problème, tu le joueras en anglais ou une autre langue, mais si tu auras accès, voilà, tu dois accepter ça. Et je pense que c'est intéressant tant que tu le sais, que tu as le choix et que tu peux t'adapter, tant que joueur. Je vais aller dans ton sens. Tu as absolument raison. Je pense que le plus important, c'est la transparence. Quand un petit studio indépendant qui a créé un jeu avec 3 personnes, 200 000 euros et 3 bouts de ficelle réussit à sortir un jeu et dit bah là on a utilisé de l'IA pour ces assets-là parce qu'on n'avait littéralement pas les moyens de payer un artiste, c'est beaucoup plus entendable que quand un AAA qui a 250 millions de budget te sort un nouveau DLC de cosmétiques qui coûte 20 € l'unité et qui a été généré par une IA. Et donc, voilà, et surtout quand ils ne disent pas que ça a été généré par une IA. Donc, tu as ce truc de la transparence et la communication sur l'utilisation de cet outil. Comment est-ce que ça rentre dans tes phases de production? Comment est-ce que ça rentre dans ce qu'est le player facing, donc l'expérience du joueur direct? Et est-ce que c'est entendable d'un point de vue argument parfois juste financier ou créatif, que tu n'avais pas d'autre choix que l'IA. Quand, par exemple, Blizzard, quand ils ont sorti Diablo 4, ils avaient 2500 voice actors pour le jeu, pour faire, je crois, 18 langues, un truc comme ça. Si jamais ils disent, bon, bah, on a rajouté 8 langues et on l'a fait avec de l'IA, bon, bah, il y a 2-3 personnes qui vont pas être très contentes. Et c'est entendable. Alors que si jamais Lucas Pope, qui crée ces jeux tout seul, décide de avoir des voix et qu'elles soient traduites dans 45 langues, bah on sait que lui, son jeu, il a coûté même pas 100 000 € à faire. Et donc oui, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il a utilisé de l'IA. Et donc voilà, toute une question d'ouverture à la communauté et de aussi demander, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Ça ne le dédouane pas de devoir le dire quand même. Bien sûr, c'est de la transparence. Voilà, il faut l'ouvrir, il faut le dire. Et même, je pense qu'il faut le réguler de manière à ce que s'il y a des éléments qui ont été générés par IA, il faut que ça soit précisé, il faut que ça soit transparent pour les joueurs et savoir qu'est-ce que c'est le niveau d'IA par rapport au niveau d'humain. Ouais, je vais rajouter juste un truc. C'est vrai que, en fait, il va falloir éduquer. Justement, mais c'est en communiquant en fait qu'on explique et je pense que chaque situation effectivement est différente. Je pense que l'acceptation de l'IA par le plus grand nombre viendra aussi via les expériences qui sont nouvelles et pas juste parce qu'on aura fait une langue en plus, parce que on aura eu des outils pour développer plus rapidement, etc. Mais c'est quand les joueurs se rendront compte que l'IA va potentiellement nous ramener des expériences qu'on n'a jamais pu avoir avant, comme la VR peut l'apporter pour certains joueurs. Je pense qu'au fur et à mesure, les gens l'accepteront, la comprendront, seront éduqués à ça et auront envie de voir les prochaines étapes. En beauté, voilà. Non, on ne peut pas. Il m'a fait non. Bon, ben merci tout le monde en Merci tout cas. à tous. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous.